Donc, les infections virales, donc les principaux agents, il y a le myxovirus. Donc, le para-influenza, virus de la grippe. Puis, il y a le rhinovirus, le virus respiratoire syncytial qui est responsable du bronchoalvéolite, les adénovirus et le virus de la rougeole. Ce sont les principaux agents qui sont responsables des infections virales. On va se retrouver avec différents tableaux cliniques, mais on va commencer par la bronchite aiguë. Pourquoi? Parce qu'elle est quand même assez fréquente. Nous-mêmes, on fait beaucoup de bronchite en période hivernale. Donc, ça va toucher l'enfant de 5 à 10 ans, beaucoup plus le grand enfant. Les virus sont retrouvés dans 70% des cas, donc c'est rare ou c'est surinfecté. Généralement, c'est une bronchite aiguë qui commence avec un petit virus, mais si elle n'est pas traitée correctement, si on ne se donne pas quand même un petit moment de repos, il se peut qu'elle se surinfecte. Donc la saison, c'est beaucoup plus la saison hivernage. D'ailleurs, tout le monde tousse en période hivernale, tout le monde tousse en période d'hiver. Et les signes cliniques, on va se retrouver avec une toux, une fièvre qui est à peine modérée au début. Quand il y a une fièvre qui augmente, vraiment, c'est que la bronchite est surinfectée. Elle n'est plus aiguë, elle est surinfectée. Et donc, on va se retrouver avec des râles bronchiques. Donc, l'auscultation, on va se retrouver quand même avec des râles bronchiques qui sont quand même assez importants. Donc, c'est plutôt le grand enfant de 5 à 10 ans. Normalement, si c'est une bronchite simple, moi sans fièvre, je ne demanderai pas de radio de poumon. C'est abusif. Parce qu'on demande beaucoup de radio au niveau des urgences, c'est vraiment abusif. Donc autant penser à une staphylococcus pleuropulmonaire, demander une radio de poumon, personne ne vous en voudra, mais vous avez une petite bronchite aiguë qui démarre, sans fièvre vraiment très importante, une petite toux, ce n'est pas la peine de demander une radiologie, surtout une radiographie, surtout si vous avez un enfant qui est immunocompétent et qui n'a pas d'antécédents assez lourds. L'évolution, elle est spontanément favorable, donc le traitement c'est beaucoup plus symptomatique. Quand je dis symptomatique, vous avez une rhinorrhée, donc normalement la toilette nasale, même chez un grand enfant, les antipyrétiques en cas de fièvre. Bon, pour la toux, sincèrement, on respecte la toux, il ne faut pas vraiment donner d'antitussif. Si c'est un enfant qui sait vraiment bien cracher et qu'on sent qu'il est vraiment bien encombré, on peut donner un mucolytique parce que les grands enfants, ils ont un bon réflexe de toux, donc il n'y a pas de souci. Les tout petits, jamais de mucolytique sans kiné. D'accord? Si vous donnez un mucolytique sans kinésithérapie respiratoire, vous risquez d'aggraver les choses, il va s'encombrer encore plus et il va se surinfecter et on va être encore plus embarrassé. Donc c'est beaucoup plus le traitement symptomatique. Quand est-ce qu'on va proposer des antibiotiques? C'est quand vous pensez à la surinfection, que vous avez une fièvre qui est quand même assez là, assez importante, qui est là, et un état général qui commence à s'altérer. La bronchiolite aiguë, la bronchoalvéolite aiguë, vous l'appelez comme vous voulez, donc c'est une infection respiratoire aiguë basse, c'est l'infection la plus fréquente chez le nourrisson. Et vous allez vous retrouver avec beaucoup de nourrissons qui vont se présenter avec une bronchoalvéolite, surtout en période hivernale. Donc il y a des périodes où il y a des épidémies de bronchiolite et on va se retrouver avec les 2/3 des services de pédiatrie et des urgences et même de réanimation où il y a des malades qui se présentent avec des bronchoalvéolites. Sachez que le virus respiratoire syncytial, c'est le virus le plus retrouvé en matière de bronchoalvéolite. On va le trouver dans 70 à 80% des cas, mais on peut trouver d'autres virus également, type para-influenza, rhinovirus et adénovirus. Le diagnostic est clinique, et donc on va identifier le virus, on peut l'identifier par immunofluorescence au niveau des sécrétions, mais cette identification, elle est d'intérêt exclusivement épidémiologique. Donc, on ne va pas s'amuser à chaque fois que vous avez un tableau de bronchoalvéolite à demander cette immunofluorescence. Elle coûte très cher, elle demande beaucoup de temps. Une bronchoalvéolite, donc le tableau clinique est déjà, il parle de lui-même. Donc là, un petit mot sur la physiopathie de la bronchoalvéolite. Donc, vous avez la bronchiole normale. Donc là, la branche souche, bien entendu. Donc, vous avez la trachée, les poumons, bien entendu. Vous avez ici la branche souche et vous avez les bronchioles. Les alvéoles, c'est carrément les tout petits là. Donc c'est là où agit le surfactant, c'est au niveau des alvéoles. Donc là, c'est les bronchioles. Donc une bronchiole normale, remarquez, regardez le diamètre d'une bronchiole normale, il est assez large. Donc il n'y a pas de problème, l'air passe, on ne sent rien. À partir du moment où c'est une bronchiole qui est infectée, il y a l'inflammation, le phénomène inflammatoire qui s'installe et vous avez le diamètre qui va se rétrécir. Raison pour laquelle, quand il y a le passage de l'air à travers une bronchiole infectée, vous sentez le bruit, d'accord? Vous sentez les sibilants. C'est ça ce qu'on va trouver, que ce soit en matière de bronchiolite ou même en matière d'asthme. Par contre, la bronchiolite, ce qui est différent, c'est que la bronchiolite, c'est réversible. Quand c'est l'asthme, c'est des cas qui sont plus ou moins irréversibles, donc c'est une pathologie qui passe à la chronicité. Et là, vous avez le diamètre qui est quand même assez petit, et quand il fait passer de l'air, on va l'entendre, il va être bruyant.
Donc les manifestations cliniques, on a les signes respiratoires. Donc c'est un enfant qui va se présenter, qui va tousser. Il est polypnéique, il va présenter un wheezing, un encombrement bronchique avec plus ou moins des signes de lutte. Donc l'encombrement bronchique, ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi on insiste sur la kinésithérapie respiratoire. S'il y a un volet sur lequel on va insister chez les tout-petits, c'est de les vider parce qu'ils ont quand même un encombrement bronchique. Le wheezing, c'est l'air quand il passe à travers une bronchiole qui est quand même assez rétrécie. Donc c'est ça le wheezing, c'est effectivement, c'est ce qu'on entend. D'ailleurs la maman, elle vient vous rapporter, elle vous dit, le soir, il a fait un bruit bizarre. Toute la soirée, il a fait un bruit bizarroïde et il faudrait la croire. Donc l'état général est souvent conservé, surtout au début. La fièvre, elle est modérée à absente. Une bronchiolite normale, on ne devrait pas avoir de fièvre. Maintenant, si elle est surinfectée, une fièvre. Donc généralement, ça ne dépasse jamais les 38. Donc une petite fièvre, un petit fébricule à 38, ce n'est pas méchant, mais au-delà, il faudrait penser à la surinfection. Les formes graves, c'est quand on a des signes digestifs. Un petit qui tousse, qui est polypnéique, qui a du mal à respirer et qui a un refus de boire. Il n'arrive pas à téter convenablement parce qu'il est gêné déjà. Il vomit parce qu'il tousse aussi et il a en plus une petite diarrhée parce que le virus, il a attaqué tout. Le virus respiratoire syncytial, on peut le trouver aussi au niveau des selles. Les signes neurologiques, donc c'est un enfant qui peut carrément, c'est ça les facteurs de gravité, il peut carrément passer à l'hypotonie. Donc c'est un enfant qui s'est fatigué sur le plan respiratoire, en plus il n'arrive pas à boire correctement, il s'hydrate. Il se peut qu'il fasse des convulsions, des troubles de conscience. Il a un teint grisâtre, donc il est vraiment infecté avec une altération d'état général. Et les signes respiratoires qui vont s'aggraver, on va avoir une intensification des signes de lutte. Donc le Silverman, le fameux score de Silverman dont on parle, qui va augmenter. Et c'est un enfant qui va arriver carrément au silence auscultatoire. Quand c'est le silence auscultatoire, là, c'est le facteur de gravité ultime. Ce n'est pas un enfant qui n'a plus de problème, mais au contraire, c'est un enfant qui s'est épuisé. Quand on arrive à l'épuisement, c'est grave. Et les apnées, bien sûr, avec cyanose. La radio thoracique, on va avoir une distension thoracique bilatérale. C'est comme la radio d'un asthmatique, tout simplement. Vous avez un piégeage d'air, vous avez les deux poumons qui sont hyper clairs, qui sont noirs. Donc, on a du mal à faire sortir de l'air des poumons, tout simplement. Parfois, on a des opacités thoraciques interstitielles ou alvéolaires, mais quand vous avez une opacité bien définie, bien déterminée, c'est une surinfection. Donc là, il faudrait démarrer notre traitement. Vous avez un syndrome inflammatoire, une CRP qui augmente, une fièvre qui augmente, on est aux alentours de 39, 39,5, l'état général qui commence à être pas bon, et puis une opacité qui est bien définie, qui se constitue, on est face à une surinfection bactérienne. Il faudrait penser à démarrer notre traitement. Donc l'hospitalisation, quand est-ce qu'on va hospitaliser une bronchoalvéolite? Parce qu'il y a des stades, il y a la bronchoalvéolite légère, il y a la bronchoalvéolite modérée et sévère. Donc généralement, à partir du stade de modéré, il faudrait penser à hospitaliser. Une bronchoalvéolite légère, il faudrait vraiment la prendre au tout début. Donc si vous avez des critères de gravité, il faut hospitaliser cet enfant. Quand vous avez des terrains à risque, donc dysplasie bronchopulmonaire ou bronchodysplasie, vous vous rappelez, la bronchodysplasie, c'est le nouveau-né qui aurait besoin d'oxygène jusqu'à 28 jours de vie. Donc, il a eu une oxygénothérapie initiale en période néonatale et jusqu'à 28 jours de vie, on n'arrive pas à le sevrer. C'est ça la dysplasie bronchopulmonaire, c'est ça la définition. Donc, ces bébés-là, ils sont plus prédisposés à faire des complications ultérieures et donc il faudrait les prendre en hospitalier. Quand vous avez une cardiopathie congénitale, quand vous avez une mucoviscidose, parce que c'est des bébés qui d'emblée font des encombrements. La mucoviscidose, c'est la maladie des cils, donc vous avez la pathologie ciliaire, et donc on va se retrouver avec des enfants qui s'encombrent déjà à cause de la maladie et qui vont s'encombrer plus à l'occasion de leur infection au VRS. Un déficit immunitaire, donc un enfant qui présente un déficit immunitaire, il ne va pas vivre la chose de la même manière qu'un enfant qui est immunocompétent. Et bien entendu, quand vous avez un enfant qui a un âge, un nourrisson de moins de 6 semaines. J'ai mis une petite étoile parce que dans notre contexte, moins de 3 mois, on s'alarme, mais chez 6 semaines. À des 6 semaines, c'est les recommandations internationales. Mais chez nous, moins de 3 mois, il faudrait s'alarmer parce que des fois, on les récupère tardivement. Quand on a un tirage qui est important, quand vous avez une apnée et quand vous avez une cyanose, c'est que c'est un enfant qui ne tolère plus sa symptomatologie. Donc les difficultés ou refus d'alimentation, bien entendu, et qui vont augmenter avec l'importance de la polypnée, sachez très bien que plus on est polypnéique, plus on n'a pas envie de manger, c'est clair. Et donc, on peut être amené là aussi à mettre un enfant sous perfusion ou carrément sous gavage.
Les troubles de conscience, là c'est vraiment sérieux, donc il faudrait l'hospitaliser bien entendu. Et quand vous avez des signes d'hypercapnie, un enfant qui se met en sueur, il n'est pas bien, il est pâle, il est tachycarde, et quand vous prenez sa tension, elle commence à grimper. Donc tout ceci, ce sont des signes d'hypercapnie et donc pour lesquels il faudrait prendre cet enfant ou ce nourrisson en hospitalier, bon surtout le nourrisson. Le traitement ambulatoire, quand vous décidez de traiter en ambulatoire, donc vous avez une petite bronchoalvéolite qui est légère, donc la première des choses, dégager les narines bien entendu, donc bien laver les narines, faire une désobstruction normalement nasopharyngée et bien montrer à la maman comment faire. Des fois, on fait une prescription, on prend les choses à la légère, la maman, elle prend les médicaments et l'enfant, il s'aggrave. Et quand vous voyez la manière avec laquelle elle fait la toilette nasale, ça ne marche pas. Donc, si on a un petit moment au niveau des urgences, prenez le temps d'expliquer à cette maman comment faire pour vider les narines. Donc, normalement, il faudrait que ce soit une toilette bien faite si on ne veut pas que cet enfant s'encombre ni fasse une surinfection. Et la désobstruction nasopharyngée, ça peut aller jusqu'à 6 fois par jour et généralement à l'aide d'un mouche-bébé. On ne le fait jamais comme ça. Le grand enfant, on peut se passer du mouche-bébé. Mais le petit, ce n'est pas un enfant qui aura ce réflexe de rejeter ce qu'il y a à l'intérieur des narines. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse sortir ce qu'on a mis et puisse sortir les sécrétions. Et sachez très bien que ça va le soulager. Donc, généralement, il faut bien le faire. La kinésithérapie respiratoire, là aussi, il faut la proposer. Et quand c'est un enfant hospitalisé, on la propose plusieurs fois par jour. Ce n'est pas qu'une seule fois, parce que c'est des bébés qui sont prédisposés à faire des encombrements assez répétitifs. Les antipyrétiques, s'ils font de la fièvre, maintenant si on est à peine un petit 38, on peut s'en passer. Et puis les boissons fréquentes, bien entendu, parce que c'est des bébés qui vont être déshydratés avec le temps à la langue. Donc en hospitalier, il faut humidifier quand même, il faut humidifier les sécrétions de cet enfant, donc le mettre dans un milieu qui est quand même assez humide. Donner de l'oxygénothérapie si besoin, surtout que si c'est un enfant qui désature, qui présente des signes d'hypercapnie, qui est là, qui se présente avec des saturations assez importantes, une cyanose. Assurer l'équilibre hydroélectrolytique, donc là, il faut carrément mettre une perfusion. Et sachez que quand c'est un bébé qu'on prend en charge correctement, il ne va pas dépasser 24 à 48 heures, il est déjà chez lui. Quand il n'est pas pris en charge correctement, je ne vois pas l'utilité de prendre un bébé au niveau des urgences ou là, au niveau de la salle de déchocage sans rien lui faire. Donc s'il est là, c'est soit vous mettez un traitement, soit vous le lâchez chez lui, qu'il parte chez lui. Donc le traitement, c'est les traitements qu'on ne peut pas donner chez soi. Si c'est juste la toilette nasale, c'est un enfant à envoyer chez sa famille pour avoir un traitement comme ça. Maintenant qu'on le garde, il faut proposer et la kiné respiratoire. S'il a des problèmes de difficultés alimentaires, jouer sur tout ce qui est équilibre hydroélectrolytique et bien entendu, s'assurer qu'il ne s'est pas surinfecté. L'antibiothérapie, donc surtout si vous avez une surinfection bactérienne, sachez que c'est vrai qu'en période d'épidémie du VRS, on a beaucoup de patients qui se présentent pour des bronchiolites et on a tendance à vouloir quand même liquider les urgences. Autrement, on va se retrouver avec des bébés qui vont être admis pour autre chose et qui vont choper le virus respiratoire syncytial. C'est pourquoi on a tendance à faire rapidement. D'accord? Donc normalement, c'est des bébés à gérer dans l'urgence et à gérer rapidement pour que les choses se passent comme il se doit. Si vous avez une surinfection bactérienne, vous aurez le tableau. Donc normalement, un enfant qui va se présenter avec une fièvre qui est quand même assez importante, l'état général qui va s'altérer. Peut-être s'il est hospitalisé, on va faire notre CRP, notre numération, on aura une hyperleucocytose, une CRP qui est élevée, donc ce sont des signes quand même de surinfection qui sont là, ou alors à l'occasion d'une radio de poumon, ou quand vous faites une kinésithérapie, initialement on doit avoir normalement des sécrétions blanchâtres, claires. Donc quand il n'est pas surinfecté, c'est des sécrétions blanchâtres. À partir du moment où vous trouvez des sécrétions verdâtres ou jaunâtres qui commencent à se colorer, là, il faudrait penser à la surinfection. Et c'est sérieux, il faudrait démarrer notre traitement antibiotique sans qu'il commence à nous faire de la fièvre. La seule exception, c'est que les sécrétions matinales, des fois, parce qu'il y a une stagnation pendant toute la nuit, on peut tomber sur des sécrétions qui sont un tout petit peu plus jaunâtres, elles ne sont pas assez claires, mais c'est parce qu'elles ont stagné toute la nuit au niveau du tractus respiratoire. Maintenant, si pendant toute la journée, on refait notre kiné et qu'on tombe sur des sécrétions qui sont quand même assez foncées, il faudrait démarrer notre traitement antibiotique parce qu'il y a la surinfection qui est là. Les bronchodilatateurs sont d'utilisation controversée. Et sachez que quand vous avez une bronchoalvéolite chez un petit, surtout à moins d'un mois, ne vous aventurez pas à mettre les bronchodilatateurs. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que vous avez un tableau comme ça, il tousse, oui, il est polypnéique, il est gêné sur le plan respiratoire, mais qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Oui, comment? Comment ça va retentir sur le... Quand vous donnez les bronchodilatateurs, ils donnent quoi comme effet?
Il donne une tachycardie. Une tachycardie qui est quand même assez importante, d'accord? Et quand c'est un bébé qui a des troubles de rythme type tachycardie supraventriculaire, vous risquez de le tuer. Donc si on n'est pas sûr, si on n'a pas d'écho-cœur, d'écho de tété, il ne faut pas s'aventurer à mettre des bronchodilatateurs d'emblée chez un petit, surtout moins d'1 mois. Ne vous aventurez jamais à le faire. Vous voulez donner des nébulisations, faites des nébulisations à l'aide du sérum physiologique. Ça permet d'humidifier, ça permet de préparer les sécrétions, ça permet de faire une bonne kinésithérapie respiratoire. Mais ne vous aventurez jamais à mettre des bronchodilatateurs d'emblée comme ça. Et déjà, l'utilisation, elle est controversée même chez le grand. Donc, on le donne chez le grand, c'est surtout pour dilater un peu les branches. C'est comme si on traitait une crise d'asthme. À la rigueur, chez le grand, il est connu, il fait des broncholites à répétition, on peut s'aventurer. Mais un petit de moins d'1 mois, vous n'avez pas de tété, vous n'êtes pas sûr de ce que vous donnez, ne donnez jamais de bronchodilatateurs comme ça d'emblée. La ribavirine, bon, c'est des traitements qui sont quand même assez chers, mais on va les proposer, c'est des enfants qui sont à risque ou alors quand il y a des formes graves. Donc généralement les enfants à risque, c'est-à-dire les bronchodysplasiques, les mucoviscidoses, parce que là on est obligé, déficit immunitaire, on est obligé de traiter correctement, sinon ils risquent de décéder dans les heures qui suivent. L'évolution, elle est en général favorable. Et sachez, remarquez, la partie c'est la bronchoalvéolite. Parce que quand ça arrive par épidémie, et c'est la bête noire des pédiatres, je vous le dis, parce que quand ça arrive, ça nous prend les 2/3 des hospitalisations, et c'est des malades, de toutes les manières, ils sont là, il faudrait les gérer, soit ils vont s'aggraver, soit ça va marcher, et il faudrait faire vite quand même. Les récidives sont possibles à moyen terme, donc ce n'est pas une pathologie, il a fait sa bronchiolite, il ne va pas la refaire. Non. Il se fait qu'il fasse 3 bronchiolites la même saison. Donc, les récidives, elles restent possibles, surtout quand c'est un bébé qui fait quand il fait des épisodes à répétition, il faudrait penser au terrain d'hyperréactivité bronchique. Et les parents qui sont surtout s'ils commencent à faire un wheezing, s'ils commencent à faire des sibilants, il y a des familles, les gens maintenant sont avertis. Tout le monde a Internet, tout le monde a accès à tout ce qui est audiovisuel. Il va être asthmatique. On ne peut pas répondre. D'ailleurs, si vous vous rappelez, l'asthme, généralement, les 5 premières années, on ne peut pas se prononcer. Il y a des malades qui vont dépasser le stade, il y a des gens qui vont être asthmatiques toute la vie, il y en a d'autres qui vont faire que l'asthme à l'effort. Mais maintenant, si c'est un enfant qui fait quand même des broncholites à répétition, il y a un terrain d'hyperréactivité bronchique. Il y a des branches qui sont très sensibles et donc il est beaucoup plus prédisposé que d'autres, qu'un autre. Donc, on ne peut pas dire mais on ne peut pas non plus nier. Donc, il se peut que ça va être un mode d'entrée dans la maladie asthmatique. C'est pourquoi, à partir de 3 bronchoalvéolites chez un nourrisson, vous parlez d'asthme du nourrisson. Asthme du nourrisson, je dis bien, pas asthme de l'enfant. Pourquoi asthme du nourrisson? Il risque de régresser une fois on arrive à l'âge de 5 ans. Donc, on ne pourra pas se prononcer. C'est après avoir fait notre exploration fonctionnelle respiratoire, après avoir fait nos mesures, tout ce qu'il faut, et voir l'évolution de la maladie, qu'on pourrait trancher. Est-ce que c'est un enfant qui va être asthmatique ou pas? Les complications observées pour les formes graves, dans l'immédiat, on peut avoir une apnée. Oui, justement, les mêmes complications qu'on va trouver avec une coqueluche, mais la coqueluche, c'est des apnées qui vont se voir initialement. Mais la bronchoalvéolite, c'est quand c'est une maladie qui a traîné, les apnées, une insuffisance respiratoire, une déshydratation aiguë parce que c'est un enfant qui a du mal à s'alimenter, à prendre son biberon, la surinfection bien entendu, surtout s'ils sont confinés dans une salle, et sachez que quoi que l'on fasse, on a des bébés qui sont confinés dans des salles parce qu'ils sont tellement nombreux, et puis la mort subite, ça c'est grave, la mort subite surtout quand c'est un bébé qui est chez lui. Donc quand vous voyez des facteurs de gravité, surtout chez un petit de moins de 3 mois, ne le lâchez pas dans la nature, gardez-le sous surveillance, au moins le temps qu'il dépasse les premières 24 à 48 heures. À distance, on peut avoir une bronchiolite oblitérante. Ce sont les complications qui peuvent se voir suite à une bronchoalvéolite traînante, les séquelles pulmonaires et puis, bien entendu, par la suite, si on n'arrive pas à traiter à temps, donc l'emphysème et le collapsus alvéolaire. Donc, pour conclure, il faut savoir que le diagnostic positif de pneumopathie, normalement, il va faire appel à l'association d'une fièvre, d'anomalies pulmonaires auscultatoires évocatrices.
quand on dit anomalie auscultatoire, c'est-à-dire soit des râles bronchiques, soit des râles, bon, râles bronchiques ou renflants, soit un wheezing ou alors des sibilants. Donc déjà ça peut poser le diagnostic. Quand vous avez la fièvre, il faudrait la chiffrer. Un 38, ce n'est pas un 40 bien entendu. La confirmation diagnostique va se faire grâce au cliché thoracique. Si vous pensez pneumopathie, c'est bactérien, donc c'est le cliché thoracique qui va confirmer le diagnostic, et dans tous les cas, il faudrait prendre en considération l'âge de l'enfant. On insiste beaucoup plus sur le nourrisson, mais beaucoup plus le plus petit, c'est-à-dire le moins de 3 mois. Sachez que c'est une population qui risque de décéder à n'importe quel moment quand c'est sérieux, donc il faudrait quand même les prendre au sérieux. Et quand vous avez des signes de gravité, c'est pourquoi il y a une indication formelle à l'hospitalisation. Quand vous avez des terrains débilités, un immunodéprimé, une mucoviscidose, une cardiopathie congénitale, une dysplasie bronchopulmonaire, des bébés qui se présentent avec des infections à répétition, des fois c'est vous-même qui allez poser le diagnostic parce que tellement ils font des infections à répétition, des otites à répétition, des pneumopathies, il suffit de chiffrer ça et vous pouvez faire le diagnostic vous-même d'un déficit immunitaire.